Bonjour, je me présente, Jérôme Lenné. Je suis délégué à l'information stratégique et à la sécurité économique pour le ministère de l'économie et des finances. Et je vais intervenir ce matin avec mon collègue de l'ANSSI. Donc bonjour, Christian Sévère, délégué à la sécurité numérique pour la région Bretagne de l'ANSSI, l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information. Et donc pour commencer l'atelier, on vous propose quelques questions. Alors il y aura, au travers de la solution Klaxoon qui est mise à disposition dans cet événement, vous avez la possibilité de vous connecter et de poser des questions tout au long de l'atelier. Et puis on va également commencer par quelques questions bien précises pour nous donner un petit peu la tendance qu'on va pouvoir donner à cette présentation. Alors, voilà, là, ce sont les codes d'accès, et on l'a derrière moi aussi, codes d'accès qui vous permettent d'aller sur la session Klaxoon qui nous concerne. Je vous laisse le temps un petit peu de prendre connaissance de ce code. Voilà. Alors, on vous demande en premier lieu, alors vous voyez, il y avait la possibilité de poser les questions tout au fil de l'intervention. Et puis, on vous demande aussi, en un mot, qu'est-ce que vous évoque la sécurité économique et qu'est-ce que vous évoque la sécurité numérique? Voilà. Qu'est-ce qui vous interpelle quand on parle de ces deux sujets? À quoi vous pensez spontanément? Alors, vous inquiétez pas, on n'a pas de moyen de tracer les réponses. Donc, soyez vous-même, et il n'y a pas de mauvaise réponse, bien au contraire. Très bien, souveraineté. Donc là, sur sécurité économique. Important. C'est vrai. Il y a le point d'exclamation qui le souligne. Après, vous avez la possibilité aussi de voter pour des réponses qui ont déjà été faites, si vous le souhaitez. Donc, compliance, effectivement. Résilience. Donc là, on a la résilience et la souveraineté qui prennent un peu le pas, la souveraineté davantage encore. Force, rapport, business, patrimoine. Maîtrise. C'est bien, on a des réponses assez diversifiées, c'est intéressant de les souligner. Très bien. Les opportunités également. D'accord. Différenciant, stratégie. Il n'est pas impossible qu'on retrouve un certain nombre de ces notions dans la présentation qui va suivre. Et puis on va vous proposer de faire le même exercice avec la sécurité numérique, le PASS. Dépendre d'un acteur. Ouais. Ah, c'est le suspense là. Voilà. Okay. Erreur, maîtrise. Alors, j'ai l'impression qu'il y a peut-être des phrases qui ont été mises et qui ont été séparées en plusieurs mots. Voilà, c'est ça. Merci. Maîtrise, pour corriger les erreurs, ne pas dépendre d'un acteur qu'on ne maîtrise pas. D'accord, très bien. Pas simple. Donc, divulgation, maîtrise des données, protéger. Cyber, bien évidemment, cybercriminalité. Cher, on en reparlera. Menace. Très bien. Alors, on a un aperçu quand même assez intéressant des deux sujets. Je propose que
On passe à des questions suivantes qui donc vous concernent directement. Voilà. Pensez-vous que votre organisation, entreprise, société, laboratoire, association est suffisamment protégée contre les atteintes économiques? Menteur. Là, de la même manière, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Il y a celle que vous pressentez. Alors, il y a quelques hésitations. Donc, c'est intéressant. Oui, donc il y a davantage de noms qui ressortent. C'est intéressant. Souvent, on a souvent affaire à des personnes qui sont assez confiantes sur ce sujet. Donc, voir une assemblée qui ne l'est pas nécessairement, c'est un point de vue qui promet de belles interactions par la suite. Alors, on va faire le même exercice avec les atteintes numériques. Alors, à mi-parcours, ça s'équilibre. On arrive à peu près au même ratio. À peu près au même statut, à un vote près. D'accord. Très bien. Donc, on va pouvoir commencer l'intervention. Oui, complètement. Je vous remercie de votre participation. Merci. On reviendra après sur d'autres questions, notamment entre les deux interventions et ensuite à la fin. Donc, je vous propose d'enchaîner avec la présentation consacrée à la sécurité économique. Merci. Alors, attendez, j'étais un peu vite en besogne, voilà. Donc, disais-je, Jérôme Lenné, je suis délégué à l'information stratégique et à la sécurité économique. Ça répond aux 12 acronymes de 10, DI2SE. Je représente un service à la compétence nationale de Bercy, le service d'information stratégique et de sécurité économique, que je vais vous présenter en quelques mots tout à l'heure. Avant, ce que je me propose et ce que je vous propose, c'est de voir ce que j'ai intitulé les grands enjeux de la sécurité économique. On aurait pu aussi intituler l'état de la menace. L'enjeu pour moi, quelque part, c'est de vous montrer un petit peu, entre guillemets, les grandes tendances. Ensuite, une présentation un peu plus détaillée du service auquel j'appartiens et de mes actions au quotidien. Et puis, des éléments de réponse pour pas non plus vous laisser en peine. Ce qu'il faut comprendre avec l'image du milieu, c'est que là, j'ai voulu tout simplement symboliser les savoirs et savoir-faire innovants des entreprises, des entités, laboratoires, etc. Tous ces savoirs et savoir-faire innovants, si on y porte atteinte, vous comprenez assez bien que pour vous, entités, entreprises et autres, on vient porter atteinte à votre compétitivité, à votre capacité de vous démarquer de la concurrence, et puis par un effet, je vais qualifier de boule de neige, ça peut arriver à la mort de l'entreprise, très concrètement. C'est des choses qu'on a vécues, en tout cas, par des phénomènes de débauchage, espionnage, etc. etc. Par ailleurs, pour l'État, tous ces savoirs et savoir-faire innovants, la somme, c'est ce que nous, on appelle le patrimoine économique et stratégique de la France. Et c'est ce qui fait que notre pays, au jour d'aujourd'hui, c'est encore une nation compétitive, et vous l'avez dit un peu tout à l'heure, on a commencé à en parler, souveraineté. Peut-être un terme à la mode dans une élection en 2022, mais bon, je n'en dis pas plus. Donc maintenant, s'il faut présenter les grandes tendances, ça va être assez rapide. Là, cette autre image, c'est pour symboliser la mondialisation, la globalisation des échanges. C'est un phénomène, je pense, assez connu, maintenant assez ancien, entre guillemets. Certains voulaient croire dans ce phénomène qu'il y avait une façon, c'était possible d'apaiser les relations internationales par le jeu de l'offre et de la demande, etc., etc. Au jour d'aujourd'hui, je pense qu'on se rend compte que le monde n'est pas si apaisé que ça. Il y a un phénomène de guerre commerciale entre deux géants. Regardez bien à l'est, regardez bien à l'ouest. Et puis, il y a un terrain de jeu au milieu qui s'appelle l'Europe,
avec un certain nombre d'entités. La globalisation, dans un contexte de relance, parce que c'est quand même aussi la thématique qui anime le Forum économique breton, c'est l'opportunité pour les entreprises d'accéder à des nouveaux marchés naturellement. Du point de vue des services, comme le nôtre, le risque, c'est que ces entreprises, lorsqu'elles vont à l'international, s'exposent à des risques, des atteintes, des menaces de la part d'autres acteurs. Ça peut être des concurrents, parce que tout le monde n'est pas aussi bien intentionné que vous. Ça peut être aussi le fait d'institutions, d'acteurs parapublics, on va dire, et puis même d'États, très clairement, qui cherchent à acquérir les savoirs et savoir-faire. Surtout dans ce contexte de relance, il y a un phénomène de compétitivité, on est sur des grandes transformations. Je pense que là aussi, ça fait partie des thèmes évoqués ce jour, et donc forcément, il y a l'envie pour certains États et certains services de mettre la main sur ces savoirs et savoir-faire innovants qui sont développés. Parce que forcément, c'est plus facile de les attraper en une fois que de faire de la R&D pendant des années et des années et des années. Okay. Donc ça, c'est la globalisation, premier élément. Deuxième élément, donc transformation numérique. Alors, je ne vais pas non plus porter atteinte à la présentation de mon collègue, mais simplement comprenez que là, actuellement, on en entend tous parler, la transformation numérique, hein, mais de l'entreprise, mais du simple particulier, de l'association, de l'administration, etc., etc. Et forcément, la transformation numérique, ça étend la surface d'attaque, très clairement. Okay. Ce qu'on constate assez simplement, c'est qu'un certain nombre d'atteintes économiques que nous, on voyait entre guillemets dans le monde réel, ont basculé dans le monde immatériel, le monde du numérique. Forcément, c'est plus facile de pénétrer un système d'information, ou tout du moins c'est moins risqué, physiquement parlant, que de pénétrer un bâtiment à 3-4 heures du matin et de risquer de se faire coquer le derrière par le chien du vigile qui est présent, bizarrement. C'est des choses là aussi qu'on voit, au travers de phénomènes sur lesquels peut-être reviendra Christian, les fameux ransomware, rançon logiciel, ça je crois qu'on en a beaucoup entendu parler pendant la crise. Mais même avant, on va dire que dans certains cas, parfois c'est simplement un phénomène d'opportunité, de criminel, mais ça peut être aussi le fait d'attaques bien plus préparées. Et en gros, vous voyez que c'est chiffré, vous vous dites que c'est un ransomware, mais potentiellement, avant, on a pu extraire une grande partie de vos données et donc derrière, injecter ce fameux ransomware, rançon logiciel ou autre malware, etc. Donc la transformation numérique. Autre élément, la compliance, ça a été évoqué. Compliance, en bon français, la conformité. Alors c'est pas forcément une notion qui est connue de toutes et de tous. C'est ce qui fait dire à certains que maintenant le droit est une arme de guerre économique, très clairement. Compliance, conformité. Alors si je me réfère à une notion du cercle de la compliance, c'est une association. Elle définit la conformité, la compliance comme l'ensemble des process par lesquels on s'assure que les comportements des salariés, des chefs d'entreprise, etc., personnes physiques ou des personnes morales sont conformes, pas de mystère, aux normes écrites, non écrites, éthiques, morales qui s'appliquent à eux. C'est une notion qui a beaucoup grossi ces derniers temps, qui prend de plus en plus d'importance dans de très nombreux sujets. Le plus évident dont on entend parler, c'est la corruption. Pensez aussi embargo, avec un pays comme l'Iran, très clairement, si on pense à l'actualité. Ça touche aussi les exportations d'armes, matériel de guerre, munitions, etc., etc. C'est naturellement les États-Unis qui sont en pointe sur ce sujet-là. Ça ne nous aura pas échappé, mais l'Europe n'est pas en reste. Pensez par exemple RGPD. Quelque part, c'est un phénomène de conformité compliance. Le souci, si vous voulez, c'est ce qui fait dire que le droit est une nouvelle arme de guerre économique, c'est qu'au travers de la compliance, il y a un phénomène d'extraterritorialité de certains droits. Donc, je vous ai cité les États-Unis, clairement, c'est l'exemple le plus illustratif. Au travers de leurs droits, ils vont sanctionner des entités, et notamment des entités européennes, alors même que des faits, je vous ai cité des faits de corruption, ne se produisent absolument pas sur le territoire américain, puisque je suppose que vous avez entendu parler d'Alstom. Bon, pour le coup, si ma mémoire est bonne, c'était en Indonésie. Ça n'a pas d'incidence particulière sur le territoire américain. Mais ils vont appliquer leurs droits parce qu'ils estiment que leurs droits s'appliquent au travers d'un lien qu'eux appellent le nexus. Et le lien le plus évident, le plus classique, c'est le dollar. Vous faites un paiement en dollars, vous êtes soumis à la loi américaine. Vous avez une adresse mail Yahoo ou que sais-je, vous êtes soumis au droit américain. Pensez Cloud Act, par exemple. Puis là aussi, en face, pensez RGPD. Vous voyez, il y a cette espèce de bataille de normalisation, etc., qui se met en place. Donc voilà, le risque au travers de ces sanctions extraterritoriales qui se passent, c'est que ça va mettre à genoux certaines entités avec des amendes colossales, avec même pas de procès au fond. Hein. On négocie un accord entre nous, on ne va pas au fond. Hein. Alstom, si ma mémoire est bonne, c'est 700 millions d'euros, quelque chose près, à peu près toute la trésorerie à l'époque. Et du coup, quand cette entreprise se fait
sanctionnée, elle a un genou à terre, si je puis dire. Et puis derrière, elle a été rachetée par GE, General Electric, comme vous le savez. Et puis par ailleurs, je terminerai là pour la notion de conformité compliance, c'est qu'il faut montrer justement que vous êtes conforme. Donc il y a une phase qu'on appelle le monitoring, pour certains qui connaissent. Et pendant 3 ans, il y a un petit monsieur ou une petite dame qui se balade et vous donnez toutes les informations qu'il sollicite. Mais je dis bien toutes les informations. Qui, par le biais d'autres actes, type FISA, Foreign Intelligence Surveillance Act, 1977 quand même, sorti du Star Wars épisode 4, si ma mémoire est bonne, eh bien, permet d'avoir accès à tous ces rapports de monitoring. Voilà. Donc ça, c'est pour le décor. Je ne vais pas m'apesantir parce que je ne voudrais pas non plus trop manger de temps. En lien, j'en ai parlé, il y a eu un rachat. Alors, c'est la question des investissements étrangers. Les investissements étrangers, là aussi, vaste sujet. Le Code monétaire et financier nous rappelle que les relations entre la France et l'étranger sont libres. Article L151 du Code monétaire et financier. Et c'est vrai, je n'ai pas de stats, mais on va dire que dans les 90% du temps, les investissements étrangers qui sont réalisés en France et ailleurs sont bons. On crée des entités, on crée des emplois, on crée de la richesse, on crée de la valeur. Mais, dans certains cas, certains investissements sont réalisés dans une pure et simple logique de prédation. On cherche à mettre la main sur des savoirs et savoir-faire innovants. Dans le cas d'Alstom, malheureusement, lorsqu'il est racheté, je ne vais pas revenir sur les détails de l'accord et je n'ai pas envie de faire de polémique, mais pensez Turbine Arabelle, qui accessoirement équipe certains bâtiments, etc. Bon, vous voyez tout de suite les enjeux, c'est qu'au travers de certains investissements étrangers, on va porter atteinte dans certains secteurs. Et c'est pour ça que cette matière a pris là aussi beaucoup d'importance. Le gouvernement français a adopté un certain nombre de mesures très récemment encore, dans lesquelles on a abaissé les seuils de prise des participations qui font qu'on déclenche un contrôle. Si vous voulez, avant, c'était 33,33% du capital. On l'a descendu à 25%. Et là, il y a une mesure temporaire qui a été prorogée, temporaire qui dure, de 10% pour les entreprises cotées en bourse. La France n'est pas toute seule, tous les États font pareil. Et même l'Union européenne a adopté un règlement de filtrage. Les matières aussi sont considérablement étendues. On a une vingtaine de secteurs stratégiques, une dizaine de technologies critiques. Et quand avant, on devait adopter et modifier le code monétaire et financier par décret, par simple arrêté, on va intégrer de nouvelles matières. La dernière en date, biotechnologie 2020, crise sanitaire. Et là, du coup, il ne manquait plus que la décision de refus, j'allais dire, d'un investissement étranger. Et lisez la presse, la Photonis. Et vous verrez que c'est le premier cas où, effectivement, malgré tout, on est allé au bout du processus et officiellement, le gouvernement a dit non à l'investisseur étranger. Non, là, pour des raisons de souveraineté, on va dire, c'est non. Il y a eu un autre cas, mais qui est entre guillemets un peu plus le fait du prince, c'était Couche-Tard qui voulait racheter Carrefour. Là, le ministre a dit clairement non, ça ne sert à rien de déposer, c'est non. Donc vous voyez, et ça, c'est une tendance qui suit un certain nombre de pays industrialisés. Dernier élément, c'est la Covid. Ça a été un phénomène d'accélération. Là non plus, je ne vais pas faire de polémique, mais on s'est aperçu qu'il nous manquait quelques éléments pendant la crise. Il aurait été bien de pouvoir les produire chez nous. Et donc forcément, la sécurité économique aujourd'hui, s'il y a quelque chose que vous pouvez retenir, c'est qu'elle se confond maintenant avec, ça a été mis, la notion de souveraineté économique. Elle participe à la notion de souveraineté économique. Transformation numérique, globalisation des échanges, tout ça, c'est mêlé. Okay, et donc ça a monté en puissance, très clairement. Et ce sera peut-être un enjeu, comme je disais, des prochaines élections. Il me reste un petit peu de temps pour vous parler du service d'information stratégique et sécurité économique dont je dépends. Ce n'est pas un service très connu. En centrale, on doit représenter à peu près une trentaine de personnes. On est une vingtaine de délégués en province. Donc vous avez devant vous toute la puissance de ce service pour la région Bretagne. Je vous en prie. Et le 6, disais-je, donc un service à compétence nationale. Alors, élabore et propose la politique publique de sécurité économique. On ne fait pas ça tout seul dans notre coin, entendons-nous bien. Certes, on est rattaché à un ministère, mais c'est une politique publique interministérielle. On le fait en lien avec les grands ministères régaliens, avec le secrétariat général de la Défense et de la Sécurité nationale, dont dépend l'ANSSI. Et donc, pour un certain nombre de missions dont vous pouvez prendre connaissance, animation d'un comité de liaison et de sécurité économique pour traiter les cas de menaces qui nous remontent, l'activité de veille pour définir qu'est-ce qui est stratégique et qu'est-ce qui ne l'est pas, l'analyse des standards de conformité, compliance, vous le retrouvez, IEF, ce sont les investissements étrangers. Autrement dit, notre service est sollicité, mais une fois encore en lien avec d'autres acteurs pour savoir est-ce que c'est stratégique ou pas, est-ce qu'on autorise ou pas l'investissement.
Okay, pour vous donner aussi une petite idée en termes de stats, sur à peu près 1200 investissements étrangers, il va y en avoir 200 pour lesquels on va se poser la question. Comme ça vous donne une idée. La coordination donc, du suivi des engagements, en gros, si on autorise, alors des fois, je vous ai dit, on peut refuser, mais si on autorise, avec autorisation, je précise, on va formaliser une lettre d'engagement, c'est-à-dire fixer un certain nombre de conditions dans lesquelles on autorise le rachat d'entreprise et à charge pour nous de vérifier que c'est bien compris. Loi de 1968, dite loi de blocage, c'est comme ça que les Américains l'appellent, relativement ancienne, là aussi, a été en sommeil pendant assez longtemps, réactivée depuis peu par notre service, qui vise justement, dans les cas, je vous évoquais du monitoring, mais des sollicitations administratives ou judiciaires de certains services, eh bien, éviter, si vous voulez, que des informations qu'on peut qualifier de stratégiques partent comme ça. Parce que c'est ça le problème de ces acteurs, quand ils sont soumis, bah souvent ils se disent, bon, il faut que je passe par un bon avocat, etc., etc. En plus, quand ça se passe aux États-Unis, donc on va prendre un avocat américain, c'est mieux. Et là, bizarrement, on leur dit, bah, mettez-vous en conformité, montrez pas de blanche, et en général, ils ont tendance à faire plus que bien. Donc l'idée, si vous voulez, par cette loi, c'est de rappeler qu'il y a des choses qui ne doivent pas partir. Alors le problème au jour d'aujourd'hui, c'est que notamment certaines décisions des juristes américains, enfin des juges américains, pardon, nous expliquent que c'est plutôt la loi américaine qui s'applique à la loi française, parce que bon, les sanctions ont des fois 6 mois d'emprisonnement, quelques milliers d'euros d'amende. Quand en face, vous avez 150 ans de prison, 150 millions d'euros d'amende, bon, ça fait réfléchir. Mais elle a été réactivée, et j'ai envie de dire, ça marche, on l'a utilisé à un certain nombre de cas, récemment. Sensibilisation des acteurs économiques, ma foi, c'est ce que je fais aujourd'hui. Tout ça est issu d'un décret relativement récent, donc c'est une matière qui évolue régulièrement. Vous voyez, donc le dernier décret, 2019, j'aurais pu aussi citer une circulaire du Premier ministre de juillet de la même année. Là aussi, pour vous rappeler que je disais, j'ai une vingtaine de délégués, donc peu ou prou, on va réaliser donc les mêmes missions qui sont faites en centrale. Le dernier élément, dispositif de la PPST, ça fait partie des éléments de réponse, et j'en terminerai par là, comme ça je vais à peu près respecter le timing, pour pas non plus vous laisser en déshérence. Et surtout, j'aimerais faire passer un message qui est répété notamment par nos responsables, c'est que la sécurité économique est numérique. Ma foi, c'est l'affaire de tous. Certes, les autorités ont leur responsabilité, puisque c'est une politique publique, mais ça ne peut marcher que si tout le monde, entre guillemets, y met du sien. Okay ? Ça ne fait sens que si les entreprises, les laboratoires, etc., tout l'écosystème joue le jeu, entre guillemets. Donc 2 éléments de réponse, 2 outils qui sont parfaitement gratuits et téléchargeables en ligne, que vous retrouvez via un bon moteur de recherche souverain, à la fois les 26 fiches de sécurité économique, 26 situations du quotidien, parce que des fois les entreprises ne savent pas par où commencer, et c'est normal. Nous, on arrive, on leur parle pendant 1 heure, on leur met beaucoup d'informations à la tête, mais quand on repart, je peux comprendre qu'ils se disent « Oula, par où je commence ?» Et bien là, vous avez des choses très simples, ok ? C'est je me déplace au quotidien, à l'étranger, je reçois du monde, c'est quoi mes informations stratégiques, comment je les classe, c'est quoi un ransomware, c'est quoi un rançongiciel, c'est quoi un faiseur de virement, c'est quoi la conformité, etc., etc. 3 pages à chaque fois, des points de contact, des annexes, des précisions, etc. Et dernier élément, et j'en terminerai par là, sur la PPST, protection du potentiel scientifique et technique de la nation, un dispositif conventionnel entre l'État et les entités qui veulent rentrer dans ce dispositif, notamment gratuit, vous payez des impôts pour ça. C'est un moyen pour vous de monter en compétence sur les sujets de sécurité économique et numérique. Okay, les entités qui développent des savoirs et savoir-faire innovants et qui veulent se protéger, qui veulent se donner les moyens de se protéger, avec ce dispositif, nous, service de l'État, on vous accompagne. Sollicitez-nous, on met en place des zones protégées qui vont filtrer les accès et qui vont quelque part vous donner un élément de réponse de puissance régalienne. C'est-à-dire que quand on porte atteinte à vos zones, ces zones, lorsqu'elles sont créées en identité, c'est une réponse pénale. Juste pour vous illustrer, et j'en terminerai là, ça va jusqu'à 20 ans de réclusion criminelle, cour d'assises, et 300 000 € d'amende, ce qui n'est pas neutre. Voilà, j'en ai terminé, puis je vous remercie de votre attention. Voilà, merci. On va pouvoir passer à donc une petite question avant mon intervention. Donc, qui va bientôt être déclenchée. Voilà. Donc, qui est disponible sur Klaxoon et qui porte sur donc
la douloureuse question de l'incident de sécurité. Est-ce que vous en avez vécu un dans votre organisation? Est-ce que elle a eu un impact mineur, majeur? Et savoir un petit peu quelle est votre connaissance de ce douloureux moment. Très bien. Donc j'imagine pour l'instant ceux qui répondent et qui ont répondu oui avec un impact faible, j'imagine que c'était très souvent tout ce qu'on appelle hameçonnage, ce genre de choses. Donc je vois que il y a moins de personnes qui effectivement ont vécu un incident qui a eu un fort impact. Très bien. Alors, il reste 3 personnes qui n'ont pas encore voté. On attend un tout petit peu avant d'enchaîner sur la présentation. Très bien. Bon, majoritairement, effectivement, vous avez vécu quelques petits incidents, mais qui n'ont pas eu de lourdes conséquences. Il y a eu quelques cas, malgré tout, où ça a été un petit peu plus douloureux. Très bien. On va passer à la présentation. Merci de votre participation. Ça se prépare. Voilà. J'en aurais besoin. Merci. Donc, Christian Sévère, je me suis présenté tout à l'heure, délégué régional de l'ANSSI. Alors, très rapidement, qu'est-ce que l'ANSSI? Donc, on l'a dit tout à l'heure, l'ANSSI, autorité nationale en matière de sécurité et de défense des systèmes d'information. Nous sommes rattachés au SGDSN, secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale. Et donc, nous sommes un service du Premier ministre. Donc, je ne vais pas insister sur ce volet-là. C'est juste pour que vous puissiez comprendre où on est situé. Autrement, vous avez 4 piliers donc, majeurs dans nos activités, qui sont donc, la réglementation, avec notamment la loi de programmation militaire, la participation active à la directive Nice, qui est le pendant de la loi de programmation militaire, mais sur le périmètre européen. Vous avez autrement du conseil et du soutien. Alors, bien évidemment, à nos cibles prioritaires que sont ministères, opérateurs d'importance vitale qui sont désignés dans le cadre de la loi de programmation militaire et opérateurs de services essentiels qui sont désignés dans le cadre de la directive Nice, mais également au travers de la coordination territoriale que je représente, donc sur le territoire auprès de tous les acteurs à la fois économiques, publics et académiques. Donc, sur l'ensemble de la France métropolitaine et outre-mer, bien évidemment. Nous avons aussi un rôle de détection et de réaction, alors là, centré sur notre cible principale. Et plus largement, donc, on propose de la labellisation de produits et de services. Donc, la liste est disponible d'ailleurs sur notre site internet, donc, où on va donc, mettre à l'épreuve des industriels, des prestataires de services, face à un référentiel qu'on leur propose, et ceux qui répondent à un certain nombre de conditions, on peut donc les présenter comme étant des acteurs de confiance, et on a besoin de ces acteurs de confiance pour pouvoir développer la cybersécurité dans notre pays. Alors, très rapidement, parce que je pourrais tenir très facilement 3 heures sur le sujet, les enjeux et menaces. Alors, on peut définir quelques typologies d'attaquants, et donc leur motivation qui est associée. Donc déjà, en premier lieu, celle qui se voit de manière très, très fréquente, très large, c'est la motivation lucrative. Les idéologies viennent un petit peu après, avec donc, notamment ce qu'on appelle les défacements de sites web. Les étatiques sont présents et de plus en plus présents, alors à la fois sur le volet économique,
mais également sur le volet militaire. Hein, mais ça, c'est une tendance forte de l'ensemble des pays de se doter d'une force armée sur le numérique. Vous avez également les ludiques qui perdent un peu de vitesse par rapport à la croissance des autres acteurs. Hein. On pense notamment à quelques adolescents désœuvrés qui, dans leur chambre, vont attaquer le FBI. Bon. Et c'est dû aussi au développement de la filière cybersécurité dans l'enseignement et le recrutement de ce type de profil au sein des entreprises qui permettent de limiter ce genre de cas. Ça existe toujours, mais c'est en déclin. Vous avez également les techniques avec notamment des grandes expertises qui vont soit louer leurs services, soit développer des solutions qui seront utilisées après et revendues par des cybercriminels pour créer un système mafieux de parrainage et filiation. Et puis, un volet qui n'est pas négligé, qui est avec des impacts très très forts, les pathologiques. Donc, clients mécontents ou employés mécontents, souvent c'est les employés qui font le plus de dégâts parce qu'ils ont des accès légitimes à un système d'information, parce qu'ils peuvent peut-être, au travers d'un lien de confiance avec une personne au sein de l'entreprise, eh bien, accéder à quelque chose qu'ils n'auraient pas dû avoir, et avec un objectif de destruction, en tout cas de nuisance très fort pour l'entreprise. Alors sur les finalités, on a un grand nombre d'espionnages qui existent sur notre territoire, et sur l'ensemble du globe, bien évidemment, qui est très peu perçu, parce que c'est une attaque qui va être très silencieuse, qui va se mettre en place sur plusieurs mois. On a des cas identifiés qui s'étalent sur 6-8 mois, donc avec l'objectif de récolter de l'information, de capitaliser sur cette information et ensuite soit de la revendre à un concurrent, soit autrement de l'utiliser à ses fins propres si c'était le concurrent lui-même qui avait réalisé l'acte. Vous avez autrement des prépositionnements stratégiques avec un objectif d'invasion, de bloquer des systèmes, donc des charges actives qui sont sur des systèmes d'information qui sont laissés en sommeil et qui sont activés le moment opportun. Alors au moment opportun pour déstabiliser un État, pour déstabiliser une entreprise dans une situation notamment de croissance recherchée par cette entreprise ou si autrement il y a des enjeux de revente de la société. Vous avez aussi toutes les actions d'agitation, de propagande. Alors on peut mettre un peu les fake news dedans, mais c'est pas de la cyberattaque puisque l'usage a été détourné, mais pas la sécurité en elle-même. Vous avez tous les aspects de fraude. On va retrouver notamment les rançongiciels, qui sont un vrai fléau en ce moment et qui participent pleinement à la connaissance de la cybersécurité, malheureusement. Et on a véritablement une explosion depuis quelques temps. Juste avant la crise sanitaire, ça avait commencé à se développer, justement avec des systèmes de réseaux type mafieux de la cybercriminalité qui proposaient donc des plateformes de diffusion de virus, de négociation avec les clients. Et bien évidemment, l'exposition qui a été portée par des entreprises pour assurer un télétravail notamment, eh bien, a permis à ces nouveaux acteurs de toucher beaucoup d'entreprises et de services publics. Vous avez la neutralisation avec des attaques pour qu'on appelle les dénis de service. Et plus marginalement, mais ça existe également et c'est très dangereux, c'est la destruction. Et c'est peut-être une prochaine étape justement des cyberattaques. Voilà. Alors, d'ailleurs les numéros ne suivent pas, désolé, mais on va aller un peu plus loin, parce que l'objectif, c'est pas de s'arrêter sur les enjeux et les menaces, c'est plutôt parler des solutions, parce qu'il y en a beaucoup. On parle bien évidemment de solutions parfois techniques, très complexes, très chères, mais il y a beaucoup de choses à faire avant ça. Pour des entreprises qui n'ont pas réfléchi à ce sujet, il y a déjà toute une partie organisation à construire. Une partie sensibilisation, formation, pour que l'ensemble des membres de l'entreprise ou de l'organisation acquièrent une culture de la sécurité et évite donc la naïveté première de l'usage des moyens informatiques
qui laisse penser que c'est une solution où tout le monde est gentil. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Elle apporte effectivement beaucoup de services, mais aussi des risques. Et le fait d'en être conscient, le fait d'avoir présenté ces enjeux-là aux différents usagers du numérique, eh bien déjà, ça arrête une bonne partie des cyberattaques. Et ça permet, comme quelques-uns d'entre vous l'ont noté, eh bien, de subir une attaque, mais qui n'a pas d'impact fort sur votre organisation. Donc, le grand piège de la cybersécurité, c'est de penser que qu'il n'y a que des solutions techniques au problème. Avant tout, c'est construire une gouvernance sur le sujet et notamment aussi s'assurer que tout le monde sache vers qui se retourner en cas d'attaque. Parce qu'une cyberattaque qui est repérée rapidement eh bien, aura des impacts bien moins importants et bien plus faibles qu'une cyberattaque que l'on aura laissé traîner. Alors, pour ça, il y a plusieurs guides qu'on propose pour vous accompagner. Donc, je vous laisserai les découvrir. Ils sont sur notre site, très facilement accessibles. Alors, par contre, autrement, il n'y a pas de moteur de recherche dans notre site, donc il vous faudra utiliser un moteur de recherche. Mais c'est très bien indexé. Voilà. En guide récent, donc un guide sur la cybersécurité pour les TPE-PME avec 12 questions clés, alors qui peut être utilisé d'ailleurs par des sociétés plus grandes que des TPE-PME. 12 questions sur les points essentiels à se poser, notamment sauvegarde, mes connaissances du système d'information. Est-ce que je connais mon système d'information ? Il faut déjà le connaître pour pouvoir le protéger. Il y a plusieurs autres sujets que je vous laisserai découvrir dans ce guide. Vous avez également un MOOC qui donc marche très très fort puisqu'il est classé premier MOOC de France, SecNum Academy, qui a été tout récemment donc, un petit peu redessiné, mais le contenu est le même quasiment à la marge, secnumacademy.gouv.fr. Donc c'est en libre accès, n'hésitez pas à en profiter, c'est une formation en ligne, certains l'ont inscrit dans leur plan de formation. Pour aller plus loin, vous avez également, alors je me permets de l'en parler dans un événement, parce qu'il n'est pas concurrent, bien évidemment, et il est organisé par les services de l'État. Voilà, c'est les SecNum Eco, donc ça a lieu chaque année. Cette année, c'est à Vannes le 17 septembre, donc la semaine prochaine. Si vous voulez y participer, ça sera avec plaisir. C'est en présentiel et en distanciel. Donc il y a les deux solutions qui sont proposées. Donc c'est à l'UBS de Vannes. Et on vous propose cette année, donc, pour thématique, l'anticipation à travers la veille stratégique et la détection des vulnérabilités. Voilà, je vous remercie de votre attention. Alors, des questions, on va en poser quelques-unes avant d'écouter les vôtres, notamment celles que vous avez peut-être saisies. Alors, il y a un switch à faire entre les présentations et les questions. Donc, voilà, on va revenir sur Klaxoon. Alors, est-ce que votre avis a changé sur votre niveau de protection ? Alors déjà, sur les atteintes économiques, dans un premier lieu. Est-ce que vous aviez perçu des enjeux que vous n'avez peut-être pas identifiés préalablement? Est-ce que, au contraire, ça vous a conforté dans ce que vous connaissiez et donc, vous restez sur un avis qui est similaire au premier. Ah bon, tous les votes n'ont pas été faits, on va attendre, parce que le pourcentage ne veut rien dire tant que les votes ne sont pas clos. Très bien. Donc, on était sur 11 votants tout à l'heure, donc on est à peu près sur une proportion qui a légèrement augmenté. Voilà. On pourra venir d'ailleurs avec les questions pour savoir quel est le sujet qui vous a peut-être fait changer d'avis. On va poser la même question sur donc les atteintes numériques. Peut-être que là, vous en avez une connaissance un peu plus précise parce qu'on en parle peut-être plus de ce sujet-là.
On est également sur une augmentation. D'accord. Bon, j'espère qu'on ne vous a pas trop fait peur et qu'on va quand même pouvoir vous accompagner pour aborder ce thème-là plus sereinement dans vos organisations respectives. Donc ensuite, on passe aux questions directement. Voilà. S'il y a des questions dans la salle, c'est toujours la première qui est la plus difficile. Alors peut-être qu'il y en a dans l'application, on regarde juste, mais s'il n'y en a pas dans l'application, on passe directement à la salle. Et il n'y en a peut-être pas. Oui. Alors, la problématique, effectivement, de trouver les auteurs. Alors, oui, ça se développe de plus en plus, notamment, il y a davantage de... Alors, on ne parle généralement pas, effectivement, des condamnations de personnes sur notre territoire qui auraient commis une infraction au stade, au système donc, technique automatisé de la donnée. Ça a lieu, hein. Ça a lieu, il y en a. Après, ce qu'on cherche aussi, c'est à coopérer avec les différents États pour saisir les têtes de réseau. Et ça, par contre, dernièrement, il y a eu le réseau qui diffusait le virus Emotet. Emotet, c'était un virus qui avait pour objectif de pénétrer dans un système d'information et ensuite de télécharger des virus des clients du réseau Emotet. Voilà, donc après, il y avait une variété de virus qui étaient implantés dans le système d'information qui étaient victimes. Ça allait des virus qui captaient des informations bancaires au rançongiciel. Bien évidemment, généralement, le rançongiciel était mis à la fin. Comme ça, les données bancaires étaient récupérées avant et ça satisfaisait tous les clients. Ils ont pu louer un maximum de services. Donc cette tête de réseau a été arrêtée donc en 2020. Elle était présente en Ukraine, même si, bien évidemment, les réseaux sont implantés un peu partout sur le globe. Mais la coopération internationale se développe énormément. Après, il y a bien sûr des moyens encore à développer pour aller plus loin et pour être peut-être plus rapide. Oui, alors souvent les attaques d'anciens salariés, etc., ça c'est un peu plus visible, puisqu'ils n'ont pas nécessairement l'expertise pour cacher leurs traces. Donc ça fait mal à l'entreprise, mais en règle générale, cette personne-là est très vite retrouvée et condamnée dans la foulée. Alors vous avez bien évidemment la police ou la gendarmerie, donc qui sont compétents en la matière, et puis vous avez également sur le territoire breton des réservistes de police judiciaire qui peuvent aussi vous accompagner. C'est important de déposer plainte. Il y a souvent les entreprises, je peux comprendre, hein, qui cherchent plutôt à masquer la chose. Il y a l'aspect réputationnel, j'entends bien. Mais si vous voulez, le fait de déposer plainte, ça permet de lancer une enquête, de rechercher des traces, de permettre d'obtenir des preuves, etc., etc. Or, on a vu des cas d'entreprises qui plutôt cherchaient à tout effacer. Or, c'est problématique. Le grand danger dans le cas, effectivement, alors, grand danger pour la justice, hein, de vouloir résoudre un problème donc, qui fait suite à une cyberattaque, c'est de vouloir partir tout de suite sur la remédiation et de ne pas préserver la preuve numérique. Donc, qui, du coup, ne permettra pas ensuite aux représentants de l'ordre et au pouvoir judiciaire de poursuivre les actions qui seront nécessaires par la suite. Donc, bien évidemment, autrement, vous pouvez faire appel pour vous aider à des prestataires en cybersécurité qui sont quand même assez nombreux sur le territoire breton. Vous pouvez en retrouver notamment au travers du dispositif cybermalveillance.gouv.fr qui, au travers d'un parcours qui est proposé aux victimes, d'être mis en relation avec des entreprises du territoire. Et depuis peu, ils ont mis un label Expert Cyber qui identifie ceux qui ont répondu à un certain nombre de critères d'accompagnement des victimes, notamment dans les process de sécurité qu'ils proposent. Voilà. Mais porter plainte, c'est important. Préserver la preuve également. Donc pour ça, vous avez la police, la gendarmerie et, comme je disais, les réservistes police judiciaire qui sont aussi à votre disposition. Et d'ailleurs, sans vouloir
le mettre trop en lumière et peut-être en difficulté. Il y en a un dans la salle qui est présent et qui pourrait éventuellement vous en parler. Juste pour compléter, ouais, le dépôt de plainte, en plus, pour nous, ça fait de la remontée d'informations. C'est-à-dire qu'on sait ce qui se passe. On a besoin aussi de ces remontées de signaux faibles et de menaces. Et juste pour terminer aussi, souvent dans les atteintes économiques, la meilleure arme, c'est la prévention. C'est-à-dire que le plus tôt les entreprises et les laboratoires et autres se préparent, mieux c'est. Parce que malheureusement, là aussi, selon les attaques, si elles sont très bien faites, malheureusement, c'est très compliqué aussi des fois d'apporter des solutions de remédiation. Donc, lorsqu'on vous sollicite, répondez favorablement à nos sollicitations et puis saisissez-nous en amont pour que nous, on puisse vous accompagner puis vous donner des éléments de réponse un peu plus précis que ce qu'on a pu faire ce matin, par exemple. Merci. Oui. Déjà, pour vous dire qu'au niveau de chaque région, vous avez ce qu'on appelle des comités de sécurité économique, dans lesquels l'ensemble des grands ministères régaliens se retrouvent. Donc, vous avez cité la Défense nationale, vous avez le ministère de l'Intérieur, l'économie et finances, vous avez l'ANSSI, etc. Donc, avec un certain nombre de services dédiés, naturellement, services de renseignement, où on est partage de l'information et ça nous est nécessairement demandé pour être le plus efficace possible. Et au niveau national également. Donc, bien sûr. Avec, oui. Alors, vous avez une filière qui est un peu plus qu'en gestation, puisqu'ils sont en construction, c'est la filière maritime, donc qui est en train de construire un centre de réponse à incidents dédié à la filière maritime. Et on a cette même réflexion sur la santé. L'objectif, c'est par contre d'accompagner la filière à la réalisation de ce type de dispositif, et bien évidemment de ne pas le faire à leur place. Parce que on n'aura pas la capacité à maintenir, donc on veut s'assurer que la filière s'approprie le sujet, ce qui est d'ailleurs le cas dans la filière aéronautique. Alors, si également, dans le cadre du plan de relance, on encourage les régions à construire un centre de réponse à incidents qui sera au bénéfice des TPE, PME et collectivités territoriales. Donc c'est en cours de discussion dans le cadre du plan de relance avec chacune des régions. L'objectif de la même manière, c'est s'assurer que les régions soient le pilote du projet. Donc oui, effectivement, ça se construit. Alors pour l'instant, c'est en cours, donc je n'aurai pas beaucoup d'informations à vous communiquer, mais j'ai bon espoir que ça soit... que ça se construise quand même assez rapidement, qu'on a une première visibilité d'ici l'année prochaine. Oui. Alors, le RGPD, c'est un règlement. Le règlement général sur la protection des données, oui. Très clairement, ça se développe très clairement. On le voit à travers un certain nombre de sanctions déjà, parce que pendant un temps, la CNIL a dit on vous laisse du temps. Enfin, historiquement parlant, c'était 2016, on était entré en vigueur.
y aller. On attend 2018 pour l'entrée en application. On est en 2021, donc on passe au stade des sanctions. Par rapport à nos grands partenaires, j'ai envie de dire ça a une influence, c'est devenu un standard. Vous prenez les États-Unis, alors je vais prendre un État, je crois que c'est la Californie, je ne dis pas de bêtises, qui a adopté un règlement. C'est pas exactement la même chose, entendons-nous bien, mais qui ressemble. Très récemment, dans la presse, on a pu lire que la Chine avait adopté. Ça n'a rien à voir, hein. Le RGPD en Europe, ça protège les données personnelles des personnes. On va dire qu'en Chine, c'est un moyen supplémentaire, on va dire, De contrôle. de contrôle. Bon, voilà, il faut le voir comme ça. C'est devenu un standard international, ça a vraiment une influence. Je vous parlais de conformité compliance, puisque très clairement, le RGPD vous dit la chose suivante, peu importe l'endroit où la donnée est détenue dans le monde, c'est le citoyen qui est propriétaire de sa donnée. C'est pas l'opérateur de dire, ouais, mais vous comprenez, c'est stocké aux États-Unis. Et c'est là où je vous parlais de Cloud Act, mais ça aussi, c'est un sujet de cybersécurité aussi dans l'absolu, mais où très clairement, vous avez un confinement, où les Américains vous disent, peu importe l'endroit où c'est détenu dans le monde, nous, on a accès à la donnée. Et à contrario, le RGPD vous dit, non, non, ça ne se passe pas comme ça. Il faut informer, il faut autoriser, etc. etc. Donc ça, voilà. J'espère que ça répond en partie à votre question. Alors ça quand même, ça inspire un dialogue au niveau international sur la protection des données et sur les usages qui peuvent en être faits. Et puis, au-delà de ça, vous avez également tous les aspects de sécurité qui donc sont portés à la connaissance des plus petites structures qui, au départ, ne pensaient pas forcément à s'y mettre. Donc, il y a un petit effort qui a été fait sur la donnée personnelle. Il en reste à faire sur le reste, notamment les données stratégiques de l'entreprise. Mais c'est un petit coup de pouce pour traiter le sujet. Après, il y aura bien sûr d'autres choses à faire pour compléter ce dispositif qui, à lui seul, ne se suffit pas. Eh ben, je vous remercie. Très bonne journée. Merci.